Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mon nom est Danielle Robert. Je suis responsable des activités culturelles. Bienvenue à cette dernière journée d'événements spéciaux pour les membres VIP. Je m'empresse tout de suite de vous inviter à consulter notre brochure des activités culturelles ainsi que notre site Web pour la suite des choses, car vous y trouverez une programmation particulièrement riche et diversifiée, allant du documentaire d'art développé en collaboration avec le FIFA, au concert présenté ici même à la salle Bourget grâce à Arte Musica, jusqu'au cycle de conférences en lien avec cette magnifique exposition qu'est De Van Gogh à Kandinsky, que le Musée des Beaux-Arts est très fier de présenter en exclusivité canadienne, ainsi qu'un cours intensif, voire immersif, offert par notre conservatrice de l'art moderne, Anne Grace, qui s'intéressera bien sûr aux extraordinaires échanges artistiques ayant présidé au développement majeur de l'art moderne, qui sont à la base de l'exposition, à sa scénographie, mais aussi à l'arrière-scène d'une telle entreprise. N'oublions pas que cette exposition est également exceptionnelle par la provenance variée des œuvres, leur importance majeure et par ses prêts. Nous sommes très heureux d'accueillir ce matin, grâce au soutien du Consul général de France à Québec, M. Isaac Goldberg. Notre invité est professeur en histoire de l'art à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne. Il est également critique d'art et collabore régulièrement à des revues d'art telles que le Beaux-Arts Magazine. Il a publié de nombreux ouvrages, dont tout récemment une étude intitulée « Installation » qu'il présentait d'ailleurs à l'Université de Montréal cette semaine. Plus près de notre sujet du jour, Isaac Goldberg a publié une monographie sur Jawlensky, le titre « Jawlensky ou le visage promis », ainsi que « Le visage qui s'efface » de Giacometti à Baselitz. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons Isaac Goldberg. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis heureux de parler devant vous. Je remercie encore une fois au musée d'avoir invité. Vous êtes extrêmement nombreux, c'est presque impressionnant pour moi. Vous êtes certainement nombreux à cause de la collection de musées, mais à cause aussi de l'énergie déployée à la fois par Nathalie et par Daniel, qui font que ce musée est un musée vivant. J'aime beaucoup parler à Québec. C'est à peu près le seul endroit où on ne me demande pas de quel accent j'ai, donc déjà ça. Alors, et je sais que vous êtes en très bonne disposition, puisque je sais que votre équipe de hockey a gagné hier, donc tout va bien. Moi, je suis plutôt basket, mais enfin, quand on est à Rome, il faut être comme les Romains. Donc voilà, j'aimerais vous accueillir avec toute gentillesse, avec un grand sourire de Dix. Je savais que ça vous fera plaisir. Et j'ai le titre, bien sûr, le titre est lacunaire. Je m'excuse, il va falloir que j'utilise pas mal de temps le note, puisque autrement le temps est compté, donc c'est quand même plus simple. Je vais essayer de ne pas trop l'utiliser, c'est la moindre des choses quand on parle de visage, il vaut mieux être face à face. Le titre, un peu laconique, ne laisse pas comprendre la visée vraiment de ma conférence. En fait, mon expérience d'historien d'art est celle que la meilleure façon de comprendre une œuvre, c'est la comparaison. D'autant plus que c'est la méthode choisie par votre belle exposition où on trouve un aller-retour entre l'activité artistique en Allemagne et en France. Mon thème de comparaison sera un peu limité, mais un peu plus large en même temps. Je vais me concentrer sur la différence entre la représentation du visage ou du portrait expressionniste et fauve en premier temps, et je vais m'attarder, selon le temps qui va rester, de ce que j'appelle le cas Jawlensky, peintre qui est merveilleusement montré dans l'exposition, auquel je pourrais parler pendant quelques heures, mais on ne fera pas ça. Je disais plus restreint, mais aussi peut-être un peu plus large, dans le sens où l'exposition a choisi de traiter les mots expressionnistes comme il était dans cette période-là, ça veut dire au début du XXe siècle. En fait, le terme expressionnisme était pratiquement synonyme de la modernité au début du XXe siècle, ce qui permet d'introduire d'artistes nombreux dans cette exposition qui ne sont pas expressionnistes et qui me permettra peut-être aussi d'introduire d'autres artistes qui n'étaient pas ou qui ne sont pas à l'exposition, par exemple l'expressionniste autrichien ou Munch, je ne sais pas comment vous le prononcez ici. Ce qui est intéressant dans cette comparaison est de montrer que clairement,
il existe des points communs dans le traitement plastique par les fauves et par les expressionnistes, et je dirais même de façon générale entre la peinture française et la peinture dans la zone germanique en Europe. Une certaine liberté face à l'imitation des couleurs arbitraires, non fidèles à la réalité, un degré de déformation, un espace absent ou tangent, déséquilibré, sont parmi ces points. Par contre, il existe une différence importante dans le choix de leurs thèmes respectifs. Autrement dit, on oublie souvent qu'une image, dans le sens large du terme, est une articulation entre les thèmes et les traitements, et qu'une analyse qui fait abstraction d'un de ses composants est toujours lacunaire. Vous avez remarqué que je parlais de la zone, l'influence de la culture germanique, pour pouvoir, dans mon exposé, de dépasser l'Allemagne et, comme je disais, de montrer que l'expressionnisme est répandu également en Autriche. J'ai évoqué aussi visage et portrait comme il s'agissait de synonymes. En fait, malgré la proximité entre ces deux termes, ce ne sont pas des synonymes et on verra justement que cette distinction sera importante ici. Voilà la définition du portrait dans le dictionnaire. Le portrait est l'ouvrage d'un peintre qui fait l'image et la représentation d'une personne. On remarque immédiatement que dans cette définition, il ne s'agit pas uniquement du visage, même si on sait qu'il reste essentiel, mais du personnage entier. Certes, au XXe siècle, il ne s'agit plus de dire, comme dans le passé, qu'un portrait est toujours double, car il représente l'appartenance, l'apparence et la position sociale de la personne. Voilà, pour honorer la section napoléonienne de votre musée, une démonstration claire de cette idée. Voilà des images de Napoléon. La première où il est montré en général conquérant, et il est évident que c'est la position, l'attribut, le décorum qui est beaucoup plus important que le visage de Napoléon qui est assez stéréotypé. Et quelques années plus tard, David, qui encore une fois reproduit ou donne l'image de Napoléon, clairement un monarque absolu avec une situation et un rapport à la société qui est bien différent. On peut dire que c'est davantage la position symbolique de Napoléon qui est mise en évidence que son simple apparence. On peut dire aussi que plus que la représentation d'une personne, le portrait est la personne qui se met en représentation. Ce n'est plus le cas dans la modernité, bien sûr, même si dans certains portraits officiels qu'on trouve à la Poste ou ailleurs, on trouve encore des traces de cette attitude. Il ne reste pas moins qu'on verra que le portrait expressionniste est pratiquement toujours chargé d'un contenu psychologique qui nous apprend les choses sur la personne représentée et que souvent, même si ce n'est pas toujours, il est placé dans un contexte montrant les tensions entre l'homme et son environnement. Mais faisons parler les images, ce sont elles qui parlent toujours le mieux. Clairement, quand on regarde les visages des reins faits par Matisse, là vous avez un détail, je vous montre l'ensemble. Clairement, ici, ce n'est pas la dimension psychologique qui intéresse Matisse. Pour lui, les visages deviennent un support sur lequel il étale des taches de couleurs et procède à ces contrastes chromatiques qui ont fait les renommées des artistes fauves. Le visage n'est pas vraiment déformé complètement, mais la ressemblance est secondaire dans son travail car rapidement esquissée. En face, si j'ose dire, voilà un autoportrait de Chile, un exemple presque caricatural pour vraiment pousser à l'extrême la différence entre les deux, je m'en excuse, qui fait partie de ce qu'on appelle l'expressionnisme autrichien-vinois et où l'accent se déplace sur l'interprétation psychologique, l'introspection, pratiquée dans des degrés variables chez les différents expressionnistes. On voit ici la déformation que j'appellerais une déformation expressive, à savoir
Ce travail, qui a été déjà commencé par Van Gogh, mais peut-être encore plus par Munch, travail subtil, car il s'agit de garder un certain degré d'imitation, où on pourra même parler d'une ressemblance résiduelle, tout en pratiquant la déformation. La technique expressionniste est celle de créer une tension entre le réel encore reconnaissable et un traitement subjectif qui prend de liberté avec cette apparence. Toute l'efficacité de ce travail vient de cette volonté de jouer dans cet écart entre le réel, brut, brutal, et sa transformation. Remarquons ici sur un point sur lequel je reviendrai, celui de la position inhabituelle, et c'est une litote des mains, ce langage expressif des mains qui sera souvent un contrepoint pour l'attention exprimée par le visage lui-même. Un second exemple, celui de l'artiste berlinois Meitner. Outre la nervosité lisible des visages déformés, cabossés, on remarque clairement le rapport avec l'environnement, ici mis en évidence. À la différence du fond pictural non descriptif chez Matisse, ici, les allers-retours entre l'homme et son environnement sont évidents. Cet espace est la ville, avec laquelle les expressionnistes entretiennent une histoire d'amour sadomasochiste, peut-on dire. On peut voir dans les scènes de la Richard Kirchner, donc une très belle et à l'exposition, cette fascination et répugnance vis-à-vis la métropole, essentiellement Berlin. C'est lié où la promiscuité, l'aspect industriel, les rapports humains tendus, la marginalité font qu'on peut y trouver toutes les passions, positives et négatives, qui attirent les expressionnistes. C'est les lieux où il faut être malgré et contre tout. C'est ainsi que le traitement qu'on voit ici, qui ne fait pas la distinction traditionnelle entre les portraits et les fonds, cette fusion ou cette compénétration entre l'homme et la ville donne tout l'impact donne toute la mesure de l'impact de la ville sur Meitner. Ville qui éclate, qui tombe en morceaux de la même façon que le visage. Avant de continuer, une observation que je peux dire de type statistique. Quand on regarde la peinture fauve, on remarque clairement que la quantité de visages ou encore le portrait est nettement moindre que dans la peinture expressionniste. Cette caractéristique qu'on trouve déjà dans la peinture impressionniste s'explique clairement par des raisons, mais qui ne sont pas séparées. D'une part, et vous le savez certainement, quand le fauvisme est cantonné uniquement dans le domaine pictural, il n'y a même pas de la sculpture fauve, l'expressionnisme est un phénomène culturel global. Cette situation fait que l'expressionnisme est davantage le reflet des rapports conflictuels dans une société rigide et fortement hiérarchisée. Qu'il s'agisse de la littérature ou de la poésie, du théâtre ou du cinéma ou de la danse, on trouve un regard qui se pose sur le destin des êtres humains dans cette société. Les fauves, comme les impressionnistes et les néo-impressionnistes, se concentrent avant tout sur un travail de sape, de décomposition de la peinture, et leur sujet principal reste le paysage, comme chez les impressionnistes. Leurs travaux cherchent moins à mettre en scène une image chargée sur le plan narratif ou psychologique que de faire découvrir au spectateur le langage pictural dans ses composants les plus élémentaires, la touche ou la couleur, les consonnes et les voyelles de ce langage visuel, peut-on dire. Pour ce faire, ils choisissent des sujets plus neutres, les moins chargés sur le plan narratif ou psychologique, qui est le cas du paysage. Clairement, les visages, inévitablement, attirent notre attention, encouragent le dialogue et le questionnement sur la nature de la personne, tandis que le paysage peut être perçu avant tout comme une agrégation de couleurs, presque comme une forme d'abstraction.
Il suffit de comparer le portrait de Matisse Parderin que vous voyez ici au paysage pratiqué pratiquement la même année, 1906. Quand le visage de Matisse garde encore son enveloppe, à savoir la forme caractéristique du visage et cette ressemblance résiduelle que j'ai évoquée, avec les paysages, on a clairement le sentiment que le degré de la décomposition est beaucoup plus poussé et on est à la lisière de l'abstraction. Le choix des deux matériaux informes, amorphes, celui de l'eau et celui des nuages de ciel, n'est pas pour rien dans cette capacité de décomposition. Et je fais cette remarque puisque trop souvent on considère que le passage d'un style à l'autre en art et surtout à l'abstraction se fait avec la même vitesse avec tous les thèmes. On verra qu'avec les paysages, les choses vont beaucoup plus rapidement et certains tabous, certains arrêts psychologiques par rapport au visage font que la déformation des visages est plus lente que celle des paysages ou celle de la nature morte. Il se trouve que les fauves, par contre, Matisse et d'autres, n'ont pas fait le choix d'abstraction. Et il est intéressant de remarquer qu'un autre artiste qui a traversé la période fauve est parti dans ce sens. On oublie aussi souvent, en parlant de fauve, on dit voilà, la période fauve, c'est entre 1905 et 1908-9, c'est comme des feux d'artifice, ça éclate et ça s'arrête tout de suite. C'est une version un peu naïve, puisque certes, c'est la grande période de fauve qu'on peut trouver dans le musée, mais ce qui compte souvent, ce n'est pas seulement les changements qu'un mouvement introduit à un moment donné, mais par la suite, l'ouverture chromatique dans lequel va s'engouffrer pratiquement l'ensemble de l'avant-garde de cette période. Voilà ici un visage de Mondrian, que vous connaissez certainement par son œuvre abstraite, et je crois qu'il y a peu nombreux entre vous, moi aussi, qui l'auraient reconnu tout de suite, puisque ce n'est pas du tout évident. Mais ce qui est frappant, bon, là vous avez ce que j'appellerais un visage générique, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une personne, il s'agit d'un type. Fermier des Élandes, le titre est tout à fait parlant. Ce qui est frappant, c'est voir quand Mondrian fait exactement dans la même année un paysage, le Dune numéro 2, une série, vous pouvez voir qu'en fait le traitement est tout à fait semblable. On a presque l'impression qu'il dépasse ces tâches d'un endroit à l'autre. Regardez simplement encore une fois les traitements, c'est vraiment le même traitement, sauf comme je disais qu'avec les visages, il y a cette volonté de garder cette architecture, puisqu'un visage c'est quelque chose qui renvoie à notre identité et sa décomposition plus problématique, tandis que vous pouvez voir que le paysage est largement plus décomposé et s'approche davantage de l'abstraction. Mondrian va continuer dans la même direction et l'être humain va être tout à fait absent de sa peinture. Déjà, il a fait très peu de portraits avant, mais après, il s'arrête complètement. Voilà un autre exemple d'une forme de paysage où il aboutit à l'abstraction. Mais ce qui est très frappant, et sur lequel je voudrais achever le passage avec Mondrian, c'est que chez lui, on voit de façon tout à fait claire qu'il y a une sorte de situation de non-compatibilité entre le visage qui est considéré comme le symbole du réalisme, le symbole d'imitation, et d'autre côté l'abstraction qui est considérée pratiquement comme opposée. Et très souvent, effectivement, les artistes qui touchent le visage ne sont pas les mêmes qui travaillent sur l'abstraction. Voilà pour en quelque sorte enfoncer les points. Vous avez ici un tableau abstrait de Mondrian, un des premiers tableaux abstraits véritablement de Mondrian de 1917. Tout va bien, sauf que peu de gens ont vu que la même année, Mondrian fait cet autoportrait extrêmement classique, vraiment extrêmement classique, de 3/4. On a l'impression qu'il se dirige vers nous. Et j'ai vraiment l'impression, chaque fois quand je regarde cet autoportrait, que de la part de Mondrian, c'est une façon de marquer un point, de nous dire adieu en quelque sorte, de nous dire voilà, jusqu'à maintenant, vous m'avez connu
à travers mon apparence, que je vous donne cette fois-ci de façon tout à fait classique. À partir de maintenant, mon identité, ça sera cette peinture qui se trouve derrière. Ce n'est pas un véritable tableau de Mondrian, mais c'est un tableau qui s'inscrit tout à fait dans la technique habituelle d'abstraction de Mondrian. Donc, si vous voulez, cette tension entre les visages et l'abstraction, et dans ce sens-là, le paysage, très souvent, est utilisé pour ce dernier-là. Le peu d'importance psychologique accordée au visage chez les fauves, on verra quand même un artiste sur lequel j'espère déterminer, celui de Jawlensky, qui tente ce grand écart, ce saut, cette tension extraordinaire en faisant ce qu'il appelle le visage abstrait ou ici les méditations. Ça veut dire en quelque sorte une volonté de réunir en même temps le visage et l'abstraction. Je reviendrai là-dessus, j'espère, à la fin de cette conférence. Alors, le peu d'importance accordée au visage chez les fauves et l'importance capitale accordée au contenu par les expressionnistes est aussi lisible dans les titres. Chez les fauves, ce sont souvent des titres qu'on peut dire plastiques, car ils se réfèrent à une composante visuelle des lèvres. Voilà La femme au chapeau de Matisse de 1905, et il est clair que pour l'artiste, l'essentiel ici est cette splendide palette chromatique qui est le chapeau. On pourra même dire que le véritable sujet de cette œuvre est le chapeau, qui remplit pratiquement les tiers des lèvres, et que la personne n'est qu'un support pour ce chapeau. Je veux bien que c'était la mode, mais quand même, je veux dire, l'accent est vraiment poussé de façon extrême. De la même façon, voilà un des tableaux les plus connus de Matisse, qui date de 1905, qui se trouve au musée de Copenhague, il est très connu, et il a de façon significative un double titre, qui s'appelle Madame Matisse ou La Reverte, qui montre en quelque sorte la position de Matisse, où à la fois il y a quand même quelque chose qui renvoie à la personne, mais en même temps quelque chose qui renvoie à ce composant plastique, qui est la reverte qui traverse pratiquement le visage. Double titre significatif. C'est au sujet de cette œuvre ou des œuvres pareilles que Matisse, à qui on fait le reproche de ne pas obtenir la ressemblance qu'on a l'habitude de trouver avec les portraits, répond de façon splendide d'une phrase qui va devenir une des plus connues au XXe siècle. Et il dit « Je ne fais pas un portrait, je fais un tableau ». Une réponse formidable qui montre en quelque sorte les déplacements qui fait Matisse des contenus vers une organisation plastique. Mais Matisse fera encore pire, puisque avec une affirmation quasiment blasphématoire, il dit le suivant. L'expression ne réside pas dans la passion qui éclatera sur un visage, elle est dans toute la disposition de mon tableau, la composition et l'art d'arranger de manière décorative les divers éléments, donc le peintre dispose pour exprimer ses sentiments dans un tableau. Il est tout à fait évident qu'aucun expressionniste ne prendra à son compte une phrase de ce type-là, les expressionnistes pour lesquels le composant psychologique reste tout à fait essentiel, qui n'est pas le cas de Matisse, phrase blasphématoire, puisqu'en plus il utilise le mot décoratif, qui va tout à fait à l'opposé le plus souvent des volontés expressionnistes. Voilà quelques d'autres exemples. Van Dongen, Femme au chapeau vert. On peut supposer qu'il a vu les tableaux de Matisse, mais soyons pas méchants. Donc voilà, Femme au chapeau vert, où vous voyez clairement les mêmes affaires. Ou encore, vous voyez avec un aspect extrêmement risé, je glisse de temps en temps Jawlensky, comme ça j'aurai plus de temps pour en parler après. Vous voyez aussi ce titre de Jawlensky, Turban violet, mais vous pouvez remarquer tout de suite quelque chose qui reviendrait après. Il est clair que si Jawlensky, qui se trouve quelque part dans un entre-deux, il est proche de l'expressionnisme sans vraiment être expressionniste, puisque ce que vous voyez, c'est une expression,
mais qui n'est pas une expression psychologique, mais plutôt spirituelle. Il suffit de voir la taille des yeux, contournant disproportionné, qui accentue ces côtés spirituels sur lesquels je reviendrai. On peut voir aussi le peu d'importance pour le visage quand vous regardez ces tableaux de Derain, dans lesquels effectivement ce sont des personnages désarticulés d'un paysage, et donc le visage, cette source de psychologie et narration, disparaît pratiquement, remplacé par des taches de couleur qui laissent deviner cette partie du corps. À l'opposé, même quand Kirchner fait ce tableau, qui manifestement n'est pas un portrait, on constate immédiatement qu'il s'agit d'une prise de position, en l'occurrence critique sur la société. Ce constat est visible à travers la distance qu'il creuse entre l'apparence plutôt tonique de la personne et le reflet abattu du visage qu'on voit dans le miroir. Quand on regarde ce tableau, on se rend compte que le visage qu'on devine de cette personne, qui est tendu, qui est vraiment musculaire, est tout à fait différent puisqu'on voit le visage et le corps qui est tombé, une façon effectivement d'introduire une dimension psychologique et sociale à travers ce tableau. Même si le visage des membres du Brouquet n'exprime pas toujours une expression psychologique bien déterminée, clairement ces images dégagent presque toujours une atmosphère sombre, voire inquiétante. Excusez-moi de la qualité des 2 ou 3 images que j'ai prises moi-même en photo, donc automatiquement, ce n'est pas tout à fait la même qualité, mais j'ai parti de l'hypothèse que vous avez vu toute l'exposition, vous allez la voir, ce sont des tableaux qui sont bien sûr à l'exposition, et vous pouvez voir ici que malgré les titres, entre guillemets, style fauve avec les titres plastiques, vous voyez que le visage apparaît est très différent que, par exemple, ce qu'on a vu de Matisse, ou encore celui-ci, un détail, en fait, des portraits de Gebeke, il est plus grand, et Gebeke, et vous voyez, encore une fois, ce côté extrêmement sombre, presque inquiétant, des personnages qui est montré ici. D'autres personnages, d'autres artistes, expriment cette tension de différentes façons. Voilà un artiste autrichien, qui était entre autres l'élève de Schoenberg en musique, mais il était artiste aussi, Richard Gerstl, autoportrait riant. Riant, c'est vite dit, parce que plus qu'un sourire, il s'agit plutôt d'un rictus, et ce sourire n'a rien d'agréable et il semble presque cacher une forme de folie. Vous savez très bien, depuis Bergson et depuis Freud, que le rire ou le sourire peuvent être une sorte de façon déguisée de violence, violence vis-à-vis des autres ou violence vis-à-vis de soi. Cette sensation de folie est donnée presque directement par ce visage étrange et déformé de notre artiste autrichien Franz Karl Buller, avec ces 2 autoportraits que vous voyez ici. Mais ou encore, pour revenir au Brouquet, avec ce magnifique tableau de Haeckel, le fou, donc un membre du Brouquet, et qui pousse effectivement les choses à l'extrême. Je trouve que c'est un tableau extrêmement intéressant pour 2 raisons, au moins, puisque d'une part, effectivement, la folie est représentée directement, immédiatement, à travers ce visage qui se trouve au premier plan et qui nous fixe de telle façon qu'on ne peut pas les quitter les yeux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la capacité de Haeckel de traduire cette folie non seulement à travers l'expression des visages, mais à travers toute la structure de cette image, à savoir les gestes tout à fait illogiques des personnages qui se déplacent comme des poupées, comme des mannequins, et surtout les côtés extrêmement instables de tout l'espace, puisque quand vous voyez, on a l'impression que tout peut glisser d'un moment à l'autre. Ici, Haeckel est certainement inspiré aussi par Van Gogh, et la chaise qui se trouve au premier plan fait peut-être une sorte de citation de ce fameux tableau de Van Gogh. Quoi qu'il en soit, ce qui me frappe ici, c'est cette sensation d'immédiateté, cet impact direct qu'on peut trouver aussi avec ces images-là, mon visage nocturne. En fait, le titre
En anglais, c'était mon visage la nuit, mais je trouvais c'est tellement plus poétique, mon visage nocturne, j'étais très fier de ça. Donc voilà, vous voyez ce visage, et ce que je trouve en commun, et qui est en quelque sorte un trait commun d'expressionnisme de façon générale, c'est, comment dire ça, attendez, je vais vous montrer encore un visage pour accentuer. Voilà les images de Schoenberg. Schoenberg que vous connaissez certainement à travers la musique expressionniste en l'occurrence, mais Schoenberg, donc pas tout le monde sait qu'il a, pendant assez longtemps, il faisait de la peinture et il avait d'ailleurs des rapports avec Kandinsky. Kandinsky qui de son côté a fait aussi de la musique. Donc il y a cet échange entre les deux artistes. Alors on peut se demander à quelle catégorie appartiennent ces visages sans corps de Schoenberg, ces représentations quasi fantomatiques, obsessionnelles de ce qu'il appelle les regards rouges ou les visages qui sont vraiment ce qui reste en quelque sorte de visage. Mais ce qui me frappe avec les quelques dernières images que je vous ai montrées, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, qu'on peut adorer l'expressionnisme ou le détester, mais on ne peut pas rester indifférent face à lui. Autrement dit, il s'agit pour moi de ce que j'appellerais la peinture rapide, la peinture choc, à la différence de ce que j'appellerais une peinture lente, qui prend plus de temps pour pénétrer, voir quelqu'un comme Cézanne. J'ai l'impression que ce qui fait cet aspect choc dans la peinture expressionniste, c'est une volonté de créer vraiment un impact immédiat, un rapport direct avec le spectateur sans aucun passage par médiation. Et très souvent, si je peux utiliser ce mot, on a l'impression que c'est une peinture extrovertie qui va vers le spectateur. Si vous voulez, on a l'impression qu'elle se dirige vers le spectateur. Et c'est peut-être la différence, on peut faire cette comparaison très rapide entre l'expressionnisme et romantisme et symbolisme, puisqu'on trouve parfois des visages proches avec le romantisme et le symbolisme, mais avec le romantisme et le symbolisme, il s'agit le plus souvent des visages introvertis, tandis qu'avec l'expressionnisme, il s'agit très souvent des visages extrovertis, cette volonté d'aller vers, de vraiment capter, ne pas laisser à l'autre une autre possibilité qu'effectivement se trouver face et réagir par rapport à ça. Peinture choc, qui renvoie bien sûr à une source principale. Je parlais avec l'organisateur d'exposition, je sais qu'ils ont beaucoup hésité s'ils vont introduire Munch ou non, pour des raisons qui leur appartiennent, cette décision n'était pas introduire. Une peinture choc, donc on ne connaît pas, il me semble, un meilleur exemple que cette peinture iconique de la fin du XIXe siècle, cette façon extraordinaire de traduire les vocales en visuel à l'aide de ces ondes qui se propagent sur toute la surface. Je crois que vous avez ici un cas extrême de cette tension entre les visages sous sa forme embryonnaire ou fantomatique et sa déformation. On reconnaît encore qu'il s'agit d'un visage, mais le degré de déformation est poussé à l'extrême. Munch a fait d'autres œuvres de même type. Voilà une œuvre qui fait penser à une certaine façon à l'œuvre que je vous montrais de Meitner. Ici, le rapport avec l'environnement est un peu différent, puisque le rapport est clairement entre ces visages tout à fait au premier plan et la maison rouge derrière. On a l'impression qu'il y a cet écart entre la passion qui est attribuée de façon traditionnelle à la couleur rouge et ces visages complètement livides et cet échange éventuel ou impossible entre ces deux niveaux. Ou encore un tableau tout à fait étrange que j'ai découvert il y a peu de temps, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Le Meurtrier. Vraiment un visage absolument terrible qui ne peut pas laisser indifférent. Donc je vous montre ici. Cette personne, encore une fois, au premier plan, un visage déformé jusqu'au son degré minimal, si je peux dire. Ce qui m'a frappé, c'est à la fois ce visage et peut-être aussi le fait que pour la première fois au moins dans mon exposé, vous pouvez voir que
les mains jouent aussi, puisqu'on a là encore, c'est en quelque sorte logique, c'est un meurtrier, donc il a les mains rouges. Vous allez voir que cette utilisation inhabituelle des mains va quelque chose qui va devenir presque un symbole de reconnaissance de certains expressionnistes. Donc, ce qui est aussi frappant, vous voyez que je dépasse un peu la période qui était prévue, même si Cézanne est dans l'exposition aussi. Ce qui est frappant, c'est de voir que l'expressionnisme a au moins deux définitions. D'une part, c'est quelque chose qui est inscrit sur le plan historique dans l'histoire de l'art, qui commence disons en 1905, et selon les auteurs, il termine avec la Première Guerre mondiale ou après, etc. Peu importe. Mais peut-être, ce qui est aussi important, c'est par rapport à un mouvement comme le Fauve, que le terme expressionnisme a pu être déjà utilisé dans l'histoire de l'art depuis toujours, comme une sorte d'une tendance, puisque quand vous regardez un tableau de Grunewald ou un tableau de Goya, on peut trouver cette tendance expressionniste que j'ai essayé d'expliciter, ça veut dire cette volonté d'aller vers le spectateur, de créer en quelque sorte un choc immédiat. J'ai l'impression quand je bois que je vole de votre temps, donc je bois vite. Voilà, la série des portraits expressionnistes où l'attention est exprimée à la fois à travers le visage, à travers les mains. Visage, rien de spécial à ajouter puisque vous le voyez vous-même. Ce qui est frappant avec les mains, et c'est ça peut-être qui crée cette situation étrange, que dans le passé, ou de façon générale, quand les mains sont représentées dans la peinture ou dans la sculpture, soit elles ont un rôle fonctionnel, les mains font quelque chose, dire bonjour, que sais-je, soit ils sont très discrètes, on les voit à peine, ils sont là comme un autre organe de corps sans plus. Tandis que ce qui est frappant dans la série de visages que je vais vous montrer, c'est ce contrepoint, c'est vraiment des mains qui se trouvent en position tellement inhabituelle, tellement crispée qu'on n'a pas d'autre choix que les voir et se rendre compte qu'en fait l'attention des tableaux vient de ces deux pôles différents, celui des visages eux-mêmes, vous voyez la façon dont ils viennent tout à fait étrange, ou encore ce couple de Kokoschka, le couple Hans Tietze et Erika Tietze de 1912, qui me fait toujours penser à Lady Macbeth avec ses mains comme ça, puisque ce qui est frappant avec ces images, avec les mains de position inhabituelle, qu'on a presque l'impression que les mains ici surtout, les mains qui sont disproportionnées, qui sont presque autonomes, si vous voulez. On a vraiment l'impression qu'ils ont leur vie propre, que c'est un organe presque détaché et que les personnages à qui ces mains appartiennent ont presque des mal à les apprivoiser. Et parfois, ces mains, vous allez voir, deviennent presque menaçants, comme une sorte d'organe autonome qui peut faire des malheurs ou puis faire quelque chose que la personne ne contrôle pas. Donc voilà le premier exemple avec cette œuvre de Kokoschka. Un autre exemple avec encore Kokoschka avec Peter Altenberg, vous voyez qu'on a l'impression que la personne essaye d'éloigner les mains de lui-même en disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est son main, qu'est-ce que c'est cette partie du corps, sans pouvoir le contrôler. Mais bien sûr, voilà d'autres exemples de Meidner. Vous voyez ces mains qui sont vraiment mises en premièrement crispées, nouées, etc., qui renvoient à une sorte de tension extrême. Et ce terrible portrait de Chile, d'Edouard Cosmac, un éditeur, rien de spécial, il ne s'est pas suicidé, il n'est pas connu par une passion extraordinaire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Puisque je trouve que ce qui est extrêmement frappant avec toute cette série de mains, c'est que autant on a une possibilité ou facilité relative d'admettre une tension quand on voit à côté la raison de cette tension, cause qui vient d'extérieur. Autant ce qui est frappant avec tous les exemples que je viens de montrer, qu'on a des personnes qui sont isolées, qui se trouvent dans une pièce, et où il n'y a aucune raison en fait d'extérieur qui explique
qui justifie en quelque sorte les tensions, et on se dit en fait que cette tension, c'est une tension existentielle, c'est une tension qui vient d'elle-même et qui n'est pas explicable, et dans ce sens-là, elle est terrible. Et je pense que celui-ci, c'est peut-être un des exemples les plus frappants, cette tension extraordinaire d'une personne qui essaye en quelque sorte de vraiment de garder ses mains, qu'il ne les trahisse pas ou qu'il ne fasse pas un geste habituel. Je ne sais pas comment vous, j'imagine que tout le monde a vu les films Psychose de Hitchcock. Cette image me fait penser aux dernières images où Norman est assis dans une pièce, seul, et il continue à se parler, en quelque sorte se contrôler. Ici aussi, on a l'impression de quelque chose de très inquiétant à travers ces vides qui entourent la personne, qui est coincée au milieu de ce tableau, et surtout ses mains et ses visages qui se répondent en quelque sorte ou répandent cette tension sur la surface. Et pour terminer avec Shilley, voilà le fameux autoportrait avec des doigts écartés, doigts écartés. Alors, bien sûr, je dis toujours que quand on fait une conférence, on ne fait pas l'histoire de l'art, mais on fait l'histoire de représentation, puisqu'en fait, il s'agit d'un tableau qui est tout petit, et ici, il a l'air extrêmement monumental. Regardez la taille de ce tableau, mais il est extrêmement imposant. On a ici, encore une fois, ce rapport absolument étonnant entre les visages tout à fait écorchés et la main qui surgit en quelque sorte de ces vêtements noirs. Et j'ai vraiment clairement l'impression que la main ici, à cause de la construction de ce tableau, on a vraiment l'impression qu'elle est autonome, elle est pratiquement menaçante. Et le regard de Shilley, on ne sait pas très bien qu'il se dirige vers nous ou avec une certaine effroi vers sa main. Ce qui est frappant aussi, vous ne le voyez peut-être pas, en fait, il s'agit d'un autoportrait double. Regardez bien, puisque d'une part, il y a cette vision de face, des visages écorchés, mais par contre, si vous suivez la couleur noire de cette pull, je ne sais pas quel vêtement qui porte celui-là, si vous le suivez vers le haut, vous pouvez voir qu'au niveau de l'oreille, se dégage en quelque sorte un profil, un second autoportrait. Alors, ça sera facile de dire qu'il s'agit d'un conscient, d'alter ego, tout ce que vous voulez, etc. On est malgré tout à Vienne. Je vous assure, je vérifiais 1000 fois, Shilley n'était pas conscient, si j'ose dire, des études de Freud. Donc il ne s'agit pas d'en faire une illustration d'un conscient de Freud, il n'en reste pas moins, et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de l'art, ou dans l'art, il ne faut pas le voir comme une sorte de phénomène détaché, mais il y a dans la même période des gens qui réfléchissent de la même façon, et il est clair que même si Shilley n'essaye pas d'illustrer Freud, il y a quelque chose au niveau des sentiments dans cette période-là qui cherche en quelque sorte de montrer qu'à l'intérieur de nous, il y a peut-être une identité psychique qu'on ne contrôle pas et qui peut être inquiétant, menaçant, comme souvent chez l'expressionniste. Alors, je vous dis tout de suite, comme dans tout exposé, comme dans toute généralité, bien sûr, je pousse les choses à l'extrême pour marquer un point. Pas tous les portraits et les autoportraits expressionnistes sont de ce type-là, mais malgré tout, c'est la distinction qu'on peut voir entre eux et d'autres visages de la même période. Voilà un exemple, encore une fois, je veux dire, de langage de main, ici plus cruel qu'avec d'autres fois, puisque ici vous avez avec Kirchner cet autoportrait en soldat, où vous pouvez voir que Kirchner dirige vers nous sa main qui est coupée, bien sûr une image tout à fait fantasmée, puisque Kirchner n'a jamais avait la main coupée pendant la guerre, mais une façon, encore une fois, d'exprimer cette tension à travers à la fois le visage extrêmement tendu et la main coupée, de façon qu'on peut effectivement interpréter comme on veut, comme une sorte d'une forme de castration, peu importe. Mais vous avez un exemple. Et pour terminer sur cette histoire de main, je voulais vous montrer un tableau que vous connaissez bien sûr tous, puisqu'il est chez vous. Et encore une fois, pour insister sur le fait qu'on ne peut jamais cantonner un mouvement dans une période extrêmement précise, comme une sorte de tiroir que les historiens d'art sortent de temps en temps. Clairement, ce n'est pas un portrait expressionniste, le traitement est celui de la nouvelle objectivité, mais il est manifeste que Dix a connu effectivement, je dirais, les attitudes expressionnistes, et ce qu'on voit ici relève parfaitement de ce langage de main que j'ai essayé de vous montrer. Alors,
Bien sûr, quand je montrais, je viens de dire les cas extrêmes, en montrant essentiellement de la zone germanique avec les Allemands, les Autrichiens, etc., est-ce que cette séparation est aussi nette? Est-ce qu'il n'y a pas de portrait expressionniste ou de tendance expressionniste ailleurs? Certes, oui. Et surtout, il faut éviter, et c'est ça peut-être le danger essentiel, puisque quand on parle de l'expressionnisme allemand, ça vient presque ensemble, on a parfois une sorte d'une tendance de sortir des liens communs, les Allemands de côté tragique, lourd, etc., les Français de côté frivole, etc. Bien sûr, c'est une interprétation raciale et idiote. En fait, il est clair, et je n'aurai pas le temps vraiment de développer ça, si la peinture expressionniste est comme elle est, c'est lié certainement au contexte politique, social, tous les éléments que j'ai essayé de développer rapidement. Rien de côté racial, de côté ADN, ce n'était pas dit que les Allemands feront que ça ou les Français feront que ça, mais il y a un rapport bien sûr entre l'art à un moment donné et un contexte social, économique, politique qui en Allemagne était beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile en quelque sorte qu'en France, et peut-être aussi par un passage extrêmement brutal, puisque vous savez comme moi qu'en France, on avait l'habitude de la seconde partie du XIXe siècle à toute une série de scandales avec les impressionnismes, avec l'impressionnisme, avec les Fauves, etc. Tandis que en Allemagne, on a l'impression que ce passage se fait de façon beaucoup plus brutale. Je voudrais néanmoins vous montrer quelques œuvres qui ne sont pas des œuvres allemandes. Voilà un artiste un peu moins connu, mais un excellent artiste qui s'appelle Chabot, qui est un artiste français, et donc les images sont beaucoup plus proches des images expressionnistes qu'on a vues que les images fauves. Un exemple que vous connaissez certainement, c'est celui de Soutine, bien sûr, avec La Folle. On retrouve à la fois les traitements et même une thématique expressionniste. Et j'aurais pu vous montrer de nombreuses œuvres de Soutine qui entrent tout à fait dans cette vision. Ou encore Rouault, cette livronnesse. Je ne savais pas que ce mot existe, mais enfin, c'est comme ça que c'est comme doctresse, mais c'est très bien. Donc, Livronnesse de 1905, exactement dans la même période, et vous voyez que cette déformation, cette volonté d'accentuer une expression à la fois psychologique, mais aussi avec une critique sociale, on la trouve chez Rouault, qui va se trouver quelque part entre une peinture sociale et une peinture religieuse. Je rappelle ça encore une fois pour arriver à Jawlensky. Je suis malin. Voilà, dernier exemple de ces artistes plus ou moins expressionnistes. Là, vous voyez un artiste tchèque, Boumil Kubista. Il n'est pas rien qui s'appelle cubisme. Enfin, là, effectivement, il y a quand même un rapport avec le cubisme assez évident, mais c'est quand même, malgré tout, pour moi, au niveau d'expression, un portrait expressionniste. Je dirais, et là, c'est entre nous, j'ai l'impression qu'il y a certains tableaux où la mise en scène est plus artificielle que l'autre. Et disons qu'ici, on a presque l'impression que cette mise en scène est presque évidente. Il se met en colère pour effectivement, en quelque sorte, former un tableau expressionniste. Voilà, j'arrive à mon personnage, si je peux dire mon personnage préféré, parce que c'était le sujet de ma thèse que j'ai fait sur le visage à travers le travail de Jawlensky. Jawlensky, je ne vais pas entrer dans le détail biographique, vous pouvez le trouver un peu partout. C'est, comme Kandinsky, un peintre russe, mais qui en 1896, pratiquement en même temps que Kandinsky, étant assez âgé déjà, émigre à Munich, et il fait l'essentiel de sa première partie de sa carrière, il fait à Munich, où il travaille souvent avec Kandinsky, mais aussi avec des femmes qui sont leurs compagnes et qui sont des artistes importants et qui se trouvent à l'exposition, à savoir Verevkin de la part de Jawlensky et Gabriela Munter de la part de Kandinsky. Donc, encore une fois, vous avez les œuvres à l'exposition. Donc, ils travaillent ensemble.
et sans appartenir à Blaureiter, ce groupe, disons, d'expressionnisme plus spirituel ou plus abstrait, Jawlensky est en quelque sorte compagnon de route. Le fait qu'il n'appartienne pas de façon officielle à Blaureiter fait que sa notoriété est moindre que celle de Kandinsky, et aussi le fait que l'histoire de l'art distribue des prix à cette période-là selon les artistes qui sont allés jusqu'à l'abstraction, il ne va pas devenir un peintre abstrait. Mais il fait quelque chose de tout à fait différent. Il est un des très rares artistes, si ce n'est pas le seul, dans la première partie du XXe siècle, qui se concentre presque exclusivement sur le visage. Voilà les quelques visages qui sont ce qu'on appelle les visages avant-guerre, ça veut dire des visages que Jawlensky fait entre 1905 et 1914. Alors, avec, si vous voulez, ces toiles qui sont peintes en Munich partagent avec l'expressionnisme plusieurs traits stylistiques. On note les recherches de rapports de consonances chromatiques inhabituelles, l'emploi de contours tranchés qui soulignent des formes comme on a pu voir avec l'expressionniste. Sauf que vous pouvez remarquer que chez Jawlensky, il n'y a jamais une expression psychologique singulière. Ces visages-là, il est difficile de dire est-ce qu'il y a vraiment un modèle qui se cache derrière ou non, puisque ce sont des visages qui cherchent en quelque sorte de créer plutôt un type et non pas un visage précis. Et quand vous regardez les titres, ils renvoient aussi à cette idée-là. Et surtout, déjà à cette période-là, ce qui cherche Jawlensky, ce n'est pas une expression psychologique singulière habituelle, mais plutôt ce sentiment de spiritualité que vous pouvez voir à travers la façon dont les Yeser-Karki deviennent importants, qui sont ce centre de la spiritualité, au moins ce qu'on croit. Je vous montre quelques de ces œuvres. Voilà les jardiniers de 1910. Encore une fois, le titre renvoie à un type et non pas à un modèle spécifique. Voilà les gants blancs. On trouve des titres de type fauve, mais vous pouvez voir que le traitement est tout à fait différent. Les visages deviennent de plus en plus stylisés et on va voir que par la suite, il va aller dans la même direction. Ou encore, cette image qui se trouve au centre Pompidou à Beaubourg, qui s'appelle Byzantine lève pâle, et effectivement, il y a quelque chose dans cette image qui renvoie à, que sais-je, des souvenirs d'une Madone byzantine ou d'une icône, à travers cette apparition extrêmement erratique, à travers la distribution de couleurs, contraste qui envoie à l'expressionnisme, mais l'expression qui renvoie à quelque chose tout à fait différent avec cette œuvre. Alors, étant russe, il est obligé de quitter l'Allemagne en 1914, au moment de la guerre, et il se réfugie en Suisse, il y a pire, et dans la même période, déjà avec les visages, voilà le paysage qu'il fait déjà, excusez-moi, ça c'est déjà encore en Allemagne, en 1912-13, et vous pouvez voir que chez lui aussi, on retrouve la même caractéristique, ça veut dire que les paysages sont plus abstraits à la même période que les visages. Et cette tendance va s'accentuer pendant son séjour en Suisse, où il arrête de façon radicale les visages. On peut y trouver quelques explications psychologiques ou autres, mais peu importe. Et il s'engage dans une série de paysages avec un titre musical, les Variations, qui sont un travail sériel, c'est intéressant, un travail sériel, dans lequel, à partir d'une matrice, à partir d'un paysage qui, soi-disant, il voit à travers sa fenêtre, il produit toute une série de ces variations qui sont, quand on oublie les titres, qui sont bien sûr, en quelque sorte, de tableaux abstraits. On a l'impression, je reviendrai tout de suite là-dessus, qu'avec ces paysages, en quelque sorte, il va faire ces gammes dans type d'abstraction, pour après les appliquer aux visages qui vont réapparaître quand il va encore une fois se réinstaller en Allemagne après quelques années après la guerre, à partir de 1923. Voilà encore quelques variations pour vous donner l'idée de cette idée de répétition et changement. On trouve le même système, mais des changements chromatiques chaque fois différents. Deux images qui sont petites. Là, du coup, à cause des conditions de travail qu'il avait, ça va, je suis dans le temps.
Et voilà, à partir, disons, à peu près de 1922-23, il recommence ce visage, mais ce visage qui devient de plus en plus stylisé, qui s'éloigne de plus en plus de ce qu'on a vu avant. Si vous voulez, on a l'impression que ces têtes sont dénuées de toute expression psychologique codifiée et se situent dans un cadre qui n'offre aucune trace d'une réalité sociale. Ce qui caractérise ce visage, qu'il appelle tête mystique, cette première série qui date à peu près de 1923 jusqu'en 1928, cette tête mystique ou tête de saint, ce qui caractérise ce visage, c'est justement cette absence soulignée, cet effacement quasi complet des références aux sentiments qui nous sont familiers. Stylisés, les yeux grands ouverts, les regards nous traversent sans nous rencontrer vraiment, elles produisent déjà l'effet d'un détachement de la réalité. Ces visages sont déjà ailleurs et bien sûr n'appartiennent pas à une personne particulière. Voilà cette série de têtes mystiques avec des yeux qui prennent de plus en plus d'importance puisque vous voyez que tout le reste est tout à fait stylisé, le nez un seul contour, la bouche c'est un contour aussi, il n'y a que les yeux qui deviennent de plus en plus importants, qui bouffent pratiquement le reste des visages et qui s'adressent directement à nous. Et on voit aussi de plus en plus de signes religieux puisque, bon, un détail biographique, Jawlensky était un personnage extrêmement religieux, était orthodoxe, peu importe. Ce qui compte, c'est effectivement le fait que la façon dont ces têtes sont exprimées font penser immédiatement aux têtes des sauveurs, mais on trouve aussi d'autres éléments religieux. Par exemple, ce cercle qu'on trouve toujours sur le front, qui renvoie certainement à la religion orientale, avec cette sorte de synchronie qui existe dans cette période-là. Donc voilà les têtes mystiques. Les choses deviennent de plus en plus stylisées avec cette série de visages de plus en plus dépouillés, puisque avec cette tête, on a un point de tournant dans la production visagière de Jawlensky. Ils sont ici dépouillés de toute identité, bien sûr, se métamorphosent à un système de signes qui va former le syntaxe de l'artiste, avec cette tête qui s'appelle soit tête géométrique, soit carrément tête abstraite, et qui date, disons, de 1927 jusqu'au 1930. Les périodes se superposent, bien sûr, il n'y a pas de coupure très nette. On a vraiment l'impression qu'ici, on a un modèle linéaire, stable, dépouillé, et que les lignes nettes avec une précision mécanique, les zones sont tout à fait déterminées, et ce qui est modifié, c'est uniquement la couleur. Très belles images. Le refus de tout détail anecdotique chez Jawlensky, l'accent sur l'aspect monumental, s'inscrivent dans une sorte de volonté d'aboutir à, comment dire ça, une sorte de divinité universelle. On pourrait même utiliser une expression de Malraux qui parle d'une impersonnelle éternité. Ce sont, encore une fois, des visages absolument monumentaux, non pas dans la taille, mais au niveau de l'expression. Et la toute dernière série, qui commence quand les lignes commencent à être un peu diagonales, qui perdent ce côté rigide, où la matière entre dans la composition des travaux, qui s'appellent les méditations, et qui sont toute dernière série de Jawlensky. Ce sont des œuvres d'une petite taille. Pour encore une fois un détail biographique, Jawlensky à la fin a ses mains pratiquement paralysées, il est obligé d'attacher les pinceaux à ses mains, d'où effectivement ce travail plus gestuel et la taille nettement moins importante. Mais ce qui me frappe aussi, que si avec les têtes géométriques, il y avait une sorte d'effet de distance, puisque effectivement on les tenait à distance, avec la méditation, par la matière, par les côtés moins rigides, on a l'impression d'un zoom, on a l'impression de rapprochement par rapport à ce visage. Mais ce qui est aussi frappant, c'est ces structures qui deviennent de plus en plus une structure en croix par une sorte d'intersection des lignes de sourcils et du nez. Les visages, il me semble, atteignent avec les méditations son degré d'abstraction les plus extrêmes. Il est réduit à un schéma élémentaire, schéma qui est celui de la croix.
l'expressivité ici est à son extrême, malgré l'absence de toute psychologie. Je pourrais dire, pour terminer, que les liens entre Jawlensky et les expressionnistes passent par cette recherche sur laquelle j'ai insisté d'une expression forte. La distinction se situe dans la signification de cette expression. Chez les artistes allemands, elle peut être définie comme l'indice d'un humanisme social où le visage exprime ses réactions face à la réalité quotidienne. Chez Jawlensky, ce visage improbable car abstrait, cette expression se réfère plutôt à un humanisme religieux caractérisé par le désir d'atteindre un au-delà de l'homme. Comme dit une partie de votre exposition, vers le spirituel. Je vous remercie.